Nicolas Reynaud, coprésident de la Fédération française des clubs alpins et de montagne, en charge en particulier des dossiers des refuges de montagne et des hautes montagnes dans tous les massifs français. Quand on a construit le programme, parce que ça commence par faire un programme en mettant tous les acteurs de la montagne autour de la table, la commune, le département, la région, mais aussi les professionnels et bien sûr le parc national des Écrins, on a voulu bien sûr préserver l'identité du lieu, trouver un endroit où on puisse construire un refuge dans un terrain très complexe avec des contraintes techniques qui sont fortes. Donc c'est pour ça que c'est un bâtiment sur un seul niveau qui est en partie recouvert de cailloux pour que les avalanches puissent pouvoir passer sur le toit du bâtiment sans l'endommager. Et bien sûr, on garde ce qu'est un refuge, c'est-à-dire un lieu d'abord de vie et de survie, un lieu de pratique, de développement, mais aussi un lieu de convivialité, de partage, de transmission de ce qu'est l'expérience montagne. Et l'expérience montagne, c'est de l'hébergement collectif, c'est de la sobriété, de la simplicité. Et donc, c'est ça l'état d'esprit qui a conduit à cette opération. On reste à l'échelle humaine, mais même quand on rénove des très gros bâtiments, je pense par exemple à la rénovation du refuge du col de la Vanoise, qui est le plus gros refuge de France, qui a 130 places, on essaie de garder aussi cet esprit-là, de garder des espaces de partage, des espaces de convivialité. Et ici, bien sûr, on n'allait pas faire un bâtiment de 60 ou 200 places, ça n'avait pas de sens. Bien sûr que le site et la confidentialité des lieux, elle est plus propice à ce partage, mais même dans les grands refuges, on peut trouver aussi de la convivialité. Alors aujourd'hui, on inaugure donc un refuge. C'est la troisième version du refuge, la première inaugurée. Et ouais, le premier, il s'est fait balayer par une avalanche avant même d'être inauguré. C'est la cabane de chantier qui hébergeait les ouvriers qui ont construit ce refuge, qui a servi pendant des dizaines d'années de refuge. Et donc oui, c'était une obligation. Moi, j'ai été élu président du parc et je me suis engagé en disant on va mettre le paquet sur les refuges. Donc je suis très heureux aujourd'hui, c'est un aboutissement. Ça n'empêche pas d'avoir une pensée pour tout ce qui s'est passé à la Bérarde et aussi pour la situation de l'ensemble des vallées, le refuge de la Pilate qui a été dévasté, le Châtellerault aussi. Donc on a beaucoup de travail sur le parc, mais à travers tout ça, je crois qu'on donne une espérance et un bel avenir pour la montagne, et ça c'est important. Alors un peu plus loin, c'est pas l'ancien refuge, Oui. c'est la cabane de chantier qui a été installée pour construire l'ancien refuge, qui lui a été rasé par une avalanche il y a une soixantaine d'années. Et la cabane de chantier est restée et a fait office de refuge pendant 60 ans, mais il n'a jamais été question initialement que cette cabane métallique soit un refuge. Ouais. Mais c'est resté quand même. Et bien, c'est resté quand même parce qu'il a fallu pas mal de temps avant de prioriser et avant de trouver cet alignement des planètes entre une volonté politique, entre une volonté de l'ensemble des pratiquants de la montagne qui n'étaient pas forcément tous alignés il y a quelques années pour investir de l'argent collectivement ici et trouver cet alignement des planètes qui a permis la réalisation de ce projet. Et qu'est-ce qui a permis justement d'aligner les planètes? C'est qu'on s'est rencontrés, on a parlé. Il y a eu aussi un nouveau projet, un nouvel élan au sein de la Fédération des clubs alpins en 2017 où on a lancé un grand plan de rénovation décennal sur 26 bâtiments sur l'ensemble des massifs français. Et on a essayé de prioriser des sites, à la fois des sites de haute montagne comme celui-là, comme le refuge du Couvercle, mais aussi des sites de moyenne montagne. On a inauguré l'année dernière le refuge de Vénasque dans les Pyrénées, le refuge de Campanat-Cloutou, le refuge de la Pointe-Percée dans la chaîne des Aravis. Voilà, donc on essayait de pousser l'ensemble des typologies d'hébergement collectif en montagne. Ici, dans les Écrins, on est plutôt dans une logique où on va essayer d'entretenir l'existant, faire en sorte que l'on puisse transmettre aux nouvelles générations les outils qui notre génération, nous ont permis de nous émerveiller dans cette sublime montagne. Et de rester émerveillé. Et de rester émerveillé aussi longtemps que possible. Dans la vie publique, il y a un seul truc qui marche, c'est les additions. Les soustractions, ça marche jamais. Donc quand la commune et le maire, il est d'accord, quand le département y suit et y finance, quand la région elle a une politique montagne, quand on a des bons rapports avec l'État et qu'il nous aide, quand le parc national il fait en sorte que ça fonctionne et qu'on mette de l'huile dans les rouages, quand la communauté de communes du Briançonnais, elle cofinance, ça fonctionne. Mais donc, ça prend du temps pour mettre tout le monde d'accord. Mais bien sûr que ça prend du temps parce que je crois qu'on est tous héritiers de l'histoire de notre territoire et je crois que depuis quelques années, on a aligné les planètes, on a essayé de faire en sorte que on n'a pas tous les mêmes avis, on n'a pas tous les mêmes opinions. Par contre, sur l'essentiel, on est d'accord. L'essentiel, c'est qu'on a un parc national, on a des montagnes extraordinaires, elles sont sauvages, elles sont préservées, elles sont en danger, il faut les soutenir. Sur ça, on est d'accord.
Donc on y va et puis on se pose pas de questions et on met de côté les désaccords, les querelles, et puis on avance. Et moi en tout cas c'est ce que je prône. Et pour la montagne je le ferai toujours parce que vous savez que ça me tient immensément à cœur. Raymond, je suis guide à la Grave depuis l'année dernière. J'ai intégré le bureau très récemment, donc je suis le dernier à être arrivé. Et j'habite à Villard-d'Arène, aux Courses. Alors pour un guide, un refuge comme celui ici du pavé, ça représente quoi? Et bah, pour moi, ça représente un petit peu un îlot de sécurité où on peut un camp de base, on va dire, d'où on peut faire des ascensions avec des clients. Moi, j'ai travaillé déjà ici avec ce nouveau refuge, avec le CAF de Briançon notamment. Et donc, ça fait un bon point de départ pour plein d'ascensions. Et aussi un endroit où on peut rester plusieurs jours pour faire des choses, parce que ici, c'est des refuges qui sont assez éloignés, donc c'est plaisant d'y rester plusieurs jours et faire plusieurs courses autour du refuge. Voilà, moi j'ai bien connu aussi l'ancien refuge, que j'aimais beaucoup, et malgré sa vétusté, et celui-là c'est vrai que c'est un confort assez incroyable par rapport à l'ancien. Et j'étais très content là de pouvoir faire. Je suis arrivé le premier jour au moment où la commission de sécurité est passée en juin, donc j'ai eu l'honneur d'être le premier avec les stagiaires du CAF de Briançon à dormir dedans. Super bien accueilli, super bien mangé, et donc ouais, dans un cadre quand même qui est top hein, ici. Et cet ancien refuge, tu dis, tu l'appréciais, c'est pour le côté convivial, Ouais, rustique. En fait, il avait un côté rustique que j'aimais beaucoup parce que peu de place, ce qui fait que c'était très convivial. On rencontrait vite les gens. On était 12 autour de la table. Les gardiennes, donc il y avait Sophie puis Lucie, super accueillantes, très chaleureuses, très bonne nourriture. Et moi, j'avais ce côté-là où j'adorais y aller au pavé, donc j'y allais régulièrement. Mais Malgré la vétusté du refuge, quoi. tu regrettes quand même pas le confort de celui-là. Non, quand même pas. Mais des fois, un peu de rustique aussi, c'est sympa. Je m'appelle Pauline et je suis gardienne de refuge, au refuge du pavé dans les écrins. J'ai commencé comme aide-gardienne ici dans les écrins au refuge du pavé du coup. Et j'ai été après en vanoise, pas mal dans les écrins surtout, en petite expérience. Et puis après on a tenu le refuge de la Pointe Percée avec mon copain pendant 3 ans. Et puis tu es revenu donc au pavé, Voilà. dans un refuge maintenant tout neuf. Alors la différence entre les deux refuges pour la gardienne, parce que j'ai rencontré un guide qui avait la nostalgie de l'ancien refuge, et je me dis qu'aujourd'hui, le confort pour les clients, il est net, Ouais. et pour la gardienne, je pense, c'est d'autres conditions de travail. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, on a un refuge isolé et lumineux, donc déjà ça c'est. Moi c'est la première grosse différence que je vois, c'est de l'isolation quoi. Donc, Et puis un peu d'espace aussi quand même pour travailler. et de l'espace. Oui, il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour travailler. Après, c'est pas non plus. Je pense pas que ce soit ça le plus important dans un refuge. La fonction du refuge, elle reste quand même de pouvoir y dormir, mais on a des publics en fait qui veulent justement juste dormir pour pouvoir continuer leur course après. Mais aujourd'hui, surtout en août, il y a aussi des randonneurs qui viennent pour l'expérience, quoi. Nicolas Gouvernel, commissaire adjoint du Massif des Alpes, service de l'État interrégional spécialisé dans le développement durable des Alpes, sous l'égide du préfet coordonnateur du massif. Depuis des décennies, l'État est aux côtés des refuges parce qu'il considère que les refuges sont d'abord, comme son nom l'indique, un abri de secours pour toutes les pratiques de la montagne, l'alpinisme mais pas que, et ça reste évidemment un outil essentiel pour l'ensemble des pratiques de montagne. Et puis de plus en plus, depuis plusieurs décennies, un outil aussi de démocratisation de l'accès à la montagne, de diversification touristique, notamment l'été, mais également le printemps avec le ski de randonnée. Et puis également, et c'est non négligeable, d'éducation des jeunes et des scolaires à la montagne, à l'environnement en général, et puis même, on peut le dire, à la vie en collectivité, puisque c'est ce qui caractérise la vie en refuge. On vit de manière sobre, en convivialité, en collectivité, dans un bel écrin de nature. On est ici dans un parc, le parc national des Écrins, et depuis la loi montagne de 1985, il y a cette recherche permanente de l'équilibre entre développement économique, qui bien sûr est nécessaire. On ne cherche pas une montagne totalement inhabitée, mais néanmoins, effectivement, une protection
le plus possible de la biodiversité, des paysages qui sont menacés par les activités humaines et puis menacés par le changement climatique qui lui-même est accéléré par les activités humaines. Donc on a ici, au refuge du lac du Pavé, eh bien, un laboratoire de cet équilibre que nous recherchons entre développement et protection. Et le résultat est plutôt bien réussi, puisque nous avons une intégration paysagère vraiment admirable, et nous avons des efforts de sobriété écologique d'un point de vue énergétique et thermique, mais aussi dans le choix des matériaux, l'usage au bois local, le bois des Alpes à l'intérieur, et également dans les matériaux de construction, la réutilisation des pierres du site, et notamment des graviers, ce qui permettait d'éviter un certain nombre de rotations d'hélicoptères. Donc on est là sur un laboratoire et qui se voudra peut-être être inspirant, voire exemplaire, pour les prochaines rénovations de refuges dans les écrins et ailleurs. Je m'appelle Florian Vieux-Pernon, je suis conducteur de travaux pour Perrino Bordone. Et Perrino Bordone s'est occupé du lot terrassement et réseau pour la construction du refuge du Pavé. Chez Perrino, on fait quand même pas mal de chantiers en montagne, donc on commence à avoir un peu l'habitude. Mais ouais, c'est particulier d'un point de vue organisationnel. Il faut penser à tout avant de monter et il faut avoir tout préparé, tout anticipé, parce qu'une fois qu'on est là, il ne faut pas qu'on ait oublié un truc en bas, quoi. Et après, il faut aussi avoir les équipes pour le faire, c'est-à-dire des ouvriers qui aient envie de venir travailler ici et qui soient motivés pour venir, quoi. Et c'est difficile à trouver. Nous, on en a, donc ça va, mais c'est pas tout le monde qui aime travailler dans un milieu aussi minéral et aussi éloigné de la civilisation d'aujourd'hui, donc c'est assez sympa, quoi. Faut des montagnards, quoi. Voire un peu hostile comme milieu, quoi. Ouais, après, bon, ça reste quand même... Vous avez travaillé à quelle saison, là? On a commencé au mois de juin et on a travaillé jusqu'au mois d'octobre en 2022. Donc on continue, la météo a été plutôt de notre côté cette année-là. Ouais. On a eu de la chance parce qu'il y avait un planning assez tendu et on avait des gros travaux à faire quand même. Des gros terrassements et pas mal après de remblaiements derrière. Donc il y avait un gros fil rouge sur le planning. Voilà. Il y avait le SAF qui avait un lot d'héliportage. Au début, ils ont fait venir le Super Puma pour qu'on puisse monter les pelles qui ont été nécessaires au terrassement, parce qu'on a terrassé environ 1500 m3 et du coup, il y avait 2 pelles araignées et une brouette à chenilles. Il y avait une 5 tonnes et une 7 tonnes araignée, donc c'est des pelles qui se démontent mais qui s'héliportent avec un gros hélicoptère quand même. Et après, on a fait tout le chantier avec ça. Ensuite, il y a le génie civil qui a monté de quoi fabriquer le béton sur place. Mais voilà, c'est à peu près le matériel. Chacun avait son petit truc. Et voilà. beaucoup de choses qui ont été faites sur place, alors? Ouais, tout à fait. Ouais. Et ben, on a fait le terrassement et ensuite on a concassé les matériaux avec la pelle pour que le génie civil puisse fabriquer son béton sur place avec les matériaux du site. Donc ils ont porté le ciment et ils ont pris l'eau dans la cascade et les matériaux pour le béton ils proviennent du terrassement. Oui, donc circuit court, pas plus court. Ouais. C'est pour limiter c'est une décision en amont hein, déjà de la FFCAM et puis avec la maîtrise d'œuvre pour limiter les rotations d'hélicoptères en quart de paire, quoi. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'accès pour amener tout ce qui était matériel, engin et tout que l'hélicoptère ici. Ah oui, parce que quand on voit le chemin... Il n'y a pas de piste, il n'y a pas de chemin. Ouais. Donc je suis Noélia, je suis commerciale et assistante de vol au SAF hélicoptère et je suis basée à l'Alpe d'Huez. On a été consulté lors de l'étude du refuge pour venir faire des rotations durant 2 ans, toute la construction du refuge, pour apporter tous les matériaux qui ont servi à construire ce refuge. Et donc on a été présents sur 2 années entières pour la construction. Ça a été un vrai projet, un projet conséquent. Et aujourd'hui, ça fait quoi de monter à pied? C'est différent de monter à pied, mais ça vaut le coup. C'est magnifique vu du bas. C'est une autre sensation, ça va moins vite, on profite plus de la montée. Bien sûr, en hélico, on met 4 minutes 30, donc c'est différent. Le travail en hélico, donc c'est du travail aérien, du levage. Ça a des spécificités. On travaille avec des hélicoptères qui sont très très légers, qui permettent de soulever des charges importantes. Plus on monte en altitude et plus il fait chaud et moins on lève de poids. Mais on fait en sorte de jamais atteindre vraiment les limites et de toujours être raisonnable. Yannick Rosa, société Profil Études.
donc bureau d'études en infrastructure, en réseau. Et nous, on a été missionnés, on est dans le groupement piloté par l'architecte, bureau d'études techniques pour gérer l'apport en eau potable, traitement des eaux usées et tout le terrassement du refuge. Nous, on avait vraiment dans le but de trouver et réaliser à l'économie ce qui était lié au terrassement, parce que le refuge a la particularité d'être complètement protégé des avalanches. On voit derrière nous qu'il est remblayé, donc en face nord et en face ouest, il est totalement caché. Donc il fallait qu'on arrive à gérer les terrassements et à avoir les matériaux suffisants et à le camoufler derrière et que ce soit quand même intégré dans le paysage. Ça, c'était pour la partie terrassement. Donc en lien avec la structure du bâtiment, parce que le bâtiment doit aussi supporter le fait d'être remblayé. Et après, côté eau potable, assainissement, c'est gérer ces problématiques d'apport en eau, faire en sorte que l'eau soit potable pour tous les usagers, tous les randonneurs, les alpinistes, et traiter les effluents pour rejeter de l'eau dans le cœur du parc qui soit la plus propre possible. Oui, parce qu'aujourd'hui, un équipement comme ça ne peut pas être autre que propre. Il y a des fortes contraintes. Le parc national, c'est ce qui va apporter le plus de contraintes en termes de rejet pour vraiment protéger le milieu. Donc on a des solutions maintenant qui sont pas mal éprouvées, notamment sur les refuges. Donc le but, c'est de limiter les rejets. Et ce qu'on est obligé de rejeter, parce qu'on ne peut pas faire autrement, on fait en sorte de bien les traiter pour qu'il n'y ait pas d'impact. La particularité, c'est qu'on a eu très peu de temps pour gérer le projet, parce que nous, on a attaqué en début 2021, on a été attributaire de l'opération, et en une année, on devait consulter les entreprises. Donc on devait aboutir à un projet architectural très complexe en haute montagne, dans un temps imparti qui était vraiment très très limité. Donc l'architecte, c'était vraiment le chef d'orchestre avec les différents BE techniques. Donc la partie fluide, la partie électricité, on peut avoir tout ce qui est ossature aussi, le BE structure, pour la partie béton, ossature bois. Et faire en sorte qu'on arrive à mettre toutes les attentes de la FFCAM dans ce petit bâtiment. Et faire en sorte que ce soit réaliste à 2900 mètres d'altitude. La place en plus est limitée. Le bâtiment, pour respecter certaines règles, ne pouvait pas être très grand, donc pour limiter les coûts, il fallait tout faire rentrer dans une boîte aux dimensions assez restreintes. Et donc l'architecte, il était vraiment là pour faire en sorte qu'on arrive à tous s'accorder et chacun à mettre nos équipements au bon endroit et que ça fonctionne. C'est des opérations qui sont très particulières dans lesquelles on s'engage beaucoup, parce que là en plus on a dû passer beaucoup de temps sur une période très courte. Et puis après en réalisation, c'est prenant parce que c'est vrai que chaque semaine, comme l'expliquait l'entreprise, faut tout prévoir pour une semaine de travaux et éviter le plus possible tous les aléas de chantier parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour se retourner, la fenêtre de travaux est très courte. Donc pour nous à suivre, c'est génial parce que ça dépayse de tous les travaux qu'on fait dans la vallée. C'est une belle parenthèse. Et vous avez un attachement à la montagne particulier ou? Oui, moi je passe beaucoup de temps en montagne et c'est un milieu que j'aime beaucoup, donc c'est un chantier où j'ai plaisir à le faire. Vous, la montagne? C'est depuis que je suis petit, donc c'est super de venir faire des travaux ici parce que ça conjugue le travail et puis la passion. On est dans le registre de la passion. Alors, je crois qu'on recherche tous, telle une cordée alpine, effectivement, à œuvrer au meilleur et à donner le meilleur de nous-mêmes, à nous dépasser aussi pour arriver à ces résultats exemplaires. Je fais partie de ceux qui ont appris l'alpinisme dans le massif des Écrins en tant que grenoblois d'origine, même si maintenant j'habite en Savoie un peu plus loin. Et ouais, moi j'ai appris, j'ai été frappé, violenté par la beauté de ces paysages quand j'étais gosse ici, et j'ai pris le virus de l'alpinisme, de la montagne et de la haute montagne ici, en particulier derrière dans le vallon des Étançons ou ici au refuge du Pavé. Et donc revenir ici, pour moi, c'est toujours très fort en émotion. Ouais. C'est le plus bel endroit du monde. Enfin, on a une chance inouïe, on vit ici, on a ces montagnes-là, elles sont belles. On est heureux. Non, on a de la chance.